Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au festival Polythéia organisé par la ville de Thionville et l'association des mots et débats. Michel Riot-Sarcey, bonjour. Donc bienvenue dans cette leçon d'histoire de Michel Riot-Sarcey. Alors quelques mots sur notre invité. Vous êtes historienne, professeure émérite des universités. Vous avez publié plusieurs ouvrages, de très nombreux articles sur le féminisme, l'utopie, le genre, la démocratie, l'histoire politique, les révolutions du XIXe siècle ou encore l'écriture de l'histoire. Et votre champ de recherche aujourd'hui s'étend au XXe siècle, tout en poursuivant vos travaux autour de l'utopie, de l'émancipation et des discontinuités historiques. Parmi vos livres, nous pouvons citer un grand nombre de livres, et nous allons citer les deux derniers que vous pouvez d'ailleurs signer à la sortie de cette leçon. L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle, aux éditions La Découverte, publié en 2023. Et votre dernier livre, Mais où est passée l'émancipation, aux éditions du Détour, publié en ce mois de janvier de cette année. Et vous allez nous livrer une leçon d'histoire très attendue autour de la notion du progrès. Et nous vous écoutons. Merci. Un certain nombre d'entre vous étaient peut-être présents tout à l'heure, donc je risque de me répéter, mais pas tout à fait, dans la mesure où cette question du progrès nous habite absolument tous, dans la mesure où aujourd'hui on considère que le progrès est pratiquement l'équivalent de la catastrophe, n'est-ce pas ? C'était une dimension qu'avait déjà pensé Benjamin dans les années 30. On va revenir là-dessus. Alors moi j'aimerais bien débattre avec vous parce que c'est quelque chose d'extrêmement général, la question du progrès. Alors bien sûr, on a tous en tête le progrès social, le progrès de la science, le progrès des connaissances, le progrès de la liberté, le progrès des peuples vers le bonheur humain. Et puis, qu'est-ce qui reste de ça ? Et donc, dans ce qui reste du progrès, j'aimerais bien qu'ensuite nous l'envisagions ensemble. Donc je vais essayer d'aller assez vite et vous faire connaître ou tout simplement appréhender différemment des auteurs que vous avez déjà connus ou que vous connaissez déjà, ou d'autres pas. Mais moi, j'ai tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à revenir à l'origine pour essayer de comprendre comment, au moment des Lumières, on a débattu tout à l'heure sur la question des Lumières, que reste-t-il des Lumières ? Eh bien, comment a-t-on pensé le progrès à l'origine où, alors, il faut absolument vous imaginer la situation, il faut faire un petit peu fonctionner la machine à remonter le temps. Nous sommes à la veille des Lumières, à la veille de la Révolution, ensuite pendant la Révolution, les révolutions. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens à ce moment-là ? Jusqu'à présent, la grande majorité des populations considérait que ce qui arrivait devait arriver. C'est-à-dire que la transcendance divine avait une efficacité réelle et du même coup, si on était né dans ce milieu, on restait dans ce milieu, etc., etc. Dieu, les dieux, le Dieu avait décidé. Et puis, un bouleversement, on a commencé avec les Lumières, c'est l'entendement humain, on essaye de réfléchir sur l'arbitraire. Ça ne veut pas dire que les questions n'avaient pas été posées préalablement. Il y a déjà très très longtemps que certains penseurs avaient imaginé justement cette réflexion avec les guerres de religion, avec l'invention de l'imprimerie, bref. Mais cette idée de progrès naît avec cette conscience que les hommes sont responsables de leur destin. Cette conscience partagée, même si ce n'était pas élaboré intellectuellement, c'est une conscience partagée parce que les hommes sont responsables de leur destin. Et du même coup, on va penser justement le progrès. Alors le progrès prend toutes ses formes. Et tout de suite après les révolutions, disons dans la période où on prend conscience que les hommes sont responsables non seulement de leur destin, mais aussi de leur histoire, vous imaginez le bouleversement que ça peut représenter. Dieu n'est pas encore mort, mais il est en train de mourir. Et surtout, les églises n'ont plus du tout l'efficacité qu'elles avaient. C'est-à-dire que toutes les tutelles
qui enfermaient les individus dans un mode de pensée obligatoire sont en train d'être particulièrement déstabilisés. Et cette première moitié du XIXe siècle, après les révolutions, est le terreau de l'utopie. Et c'est Fourier qui définit en quelque sorte le progrès en 1808. Je le lis. En thèse générale, les progrès sociaux et changements de période s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté. Et les décadences d'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes. En résumé, l'extension des privilèges des femmes est le principe général de tous les progrès sociaux. Intéressant, non ? 1808. Donc, à cette époque, on imagine effectivement un progrès large, un progrès de l'esprit humain. Et à partir du XIXe siècle, le progrès va prendre un double mouvement. Comme vous le savez, c'est à la période de la révolution industrielle, et en même temps, on pense que le bonheur social, le progrès social, va de pair avec le progrès technique. À aucun moment, les uns et les autres, ça commence en Angleterre, ensuite en France, ensuite en Allemagne, à aucun moment, ils imaginent que le progrès est compatible avec l'exploitation de la nature et l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans les têtes des individus, non. Il y a précisément un non-sens d'imaginer ça. Or, le progrès va être entièrement consacré au progrès technique, contrairement à ce que les contemporains imaginaient. Et pourtant, parmi ces utopistes, il y a des esprits critiques très élaborés, comme Saint-Simon. On est en train de préparer le bicentenaire de sa mort, donc il est mort en 1825. Il va montrer que, dorénavant, l'espoir, c'est dans l'activité humaine. Il appelle ça l'industrie, mais l'industrie, pour lui, c'est extrêmement global. C'est le travail. On va valoriser le travail. Auparavant, dans toutes les sociétés monarchistes, le travail était considéré comme une dimension qui déclassait. C'est-à-dire, pour aussi bien les aristocrates ou pour les théologiens, travailler n'était pas effectivement valorisant. Et Saint-Simon va vilipender ces classes oisives. Et son propos est très entendu à cette époque-là, c'est-à-dire que ce soit du côté des théologiens ou du côté des aristocrates, on les considère comme des êtres totalement inutiles. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer ensuite. La force des choses va l'emporter, et en même temps, cette force des choses, au XIXe siècle, va être compatible avec la hiérarchie sociale. Le modèle de celui qui arrive, en quelque sorte, dans la société à être reconnu, c'est celui qui impose un rapport de force, avec ce modèle quand même en arrière-plan de l'aristocratie qui, effectivement, détient la connaissance, détient le savoir-vivre, et par ailleurs, effectivement, celui qui travaille, peu à peu, au fur et à mesure que la révolution industrielle se développe, celui qui travaille, c'est celui qui est exploité et c'est celui qui est déconsidéré. Contrairement à ce que l'on imaginait avec les Lumières. Et celui qui a imaginé les Lumières, donc je vais être très rapide parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est précisément Condorcet, mais les Lumières et le progrès pour Condorcet dans son esquisse pour le progrès humain, esquisse justement de l'esprit, le progrès de l'esprit humain, c'est le progrès de la connaissance. Et tout le monde pense que le progrès de la connaissance, le progrès des luttes contre les tutelles, quelles qu'elles soient, théologiques, idéologiques, politiques, consiste à s'emparer précisément du savoir afin de débattre avec l'autre en toute connaissance de cause, mais
je ne développe pas, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Si nécessaire, je reviendrai pour ceux qui n'ont pas assisté à la discussion tout à l'heure. L'ignorance, disait Condorcet, c'est le facteur de préjugés. Et se libérer des théologiens, se libérer des idéologies, c'est une nécessité contre la superstition. Et c'est la raison pour laquelle il voulait développer absolument l'instruction contre l'idée même d'une éducation qui consistait à un prêt-à-penser. L'instruction, c'est s'emparer de la connaissance avec un livre. J'ai lu cette citation tout à l'heure, je la reprends. Cette instruction que chaque homme peut recevoir par les livres, dans le silence et la solitude, ne peut être universellement corrompue. Il suffit qu'il existe un coin de terre libre où la presse puisse en charger ses feuilles. La presse, c'est-à-dire l'imprimerie. Il suffit d'un coin de terre où la presse puisse imprimer la connaissance pour que celui qui veut être libre s'empare de cette connaissance. Toute autre chose est intervenue. Nous avons assisté au triomphe de la marchandise, au triomphe de la force des choses, au détriment de la liberté des hommes, et si bien que le progrès social a été, au XIXe siècle, pratiquement oublié. Il a fallu attendre la deuxième catastrophe, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, pour imaginer une répartition plus égalitaire avec ce qu'on a mal nommé l'État-providence. Entre-temps, il y a eu un penseur qui a réagi de manière tout à fait lucide, mais on ne l'a pas entendu. Benjamin, donc, dans les années 30, c'est un penseur, un philosophe allemand, et qui a dû se réfugier en France d'abord, puis ensuite il a tenté de partir aux États-Unis, il n'a pas réussi, et il a décidé de se suicider plutôt que d'être arrêté. Il a écrit les thèses sur l'histoire. Et dans ces thèses sur l'histoire, il a cherché, alors vous imaginez, un penseur qui est lié à l'école de Francfort, on en parlera si nécessaire, et qui essaye de comprendre que contrairement à l'utopie, effectivement, du début du XIXe siècle, contrairement aux espoirs des Lumières, comment cette révolution de l'esprit humain a pu se transformer en son contraire. Et donc, il est venu à la Bibliothèque nationale de France et systématiquement, il a essayé de chercher la cause de la catastrophe qui était en train de se préparer. Puisque, de fait, la raison s'est transformée dans les années 30 en irraison. Puisque, de fait, les Lumières se sont transformées en barbarie. Donc, il essaye, nous sommes dans les années 38-39, de comprendre comment en est-on arrivé là. Cette question doit nous préoccuper définitivement. Comment en est-on arrivé là? Et systématiquement, il prend les livres qu'il trouve à la Bibliothèque nationale de ses contemporains pour tenter de comprendre d'où vient cette catastrophe. Quels sont les responsables qui ont conduit à inverser les rapports, les concepts libérateurs en leur contraire? Et il écrit des thèses sur l'histoire à la veille de sa mort. Ces thèses ont été pensées, repensées, traduites, retraduites par lui, parce qu'il estimait que c'était essentiel. Écrire des thèses sur l'histoire, c'est en quelque sorte le moyen d'imaginer le sauvetage, voire la rédemption de l'humanité après soi. Et je crois que cette dimension-là a été fondamentale pour lui et pour nous. Je vous lis et je vous explicite plus exactement la thèse 9 de Benjamin. Il regarde un tableau, le tableau de Klee. Klee est un peintre du début du XXe siècle et il fait partie de ces révolutionnaires en peinture qui ont estimé que l'abstraction permettait de rendre visible ce qui est invisible. Rendre
visible ce qui est invisible. Il a fait en particulier un tableau 38, 39, où il décrit l'alphabet. Il y a plusieurs lettres de l'alphabet, en désordre. C'est plus ou moins un petit peu un jeu d'enfance. Il adorait justement penser les jeux d'enfants. Et puis, il donne à voir ce tableau. Quelqu'un qui a résisté comme il a pu, justement, à cette inversion de la liberté. Et dans ce tableau, moi, j'ai eu la curiosité de regarder les lettres. Il en manquait une. Nous sommes en 39. J. Il manquait le J. L'abstraction permet de rendre visible ce qui est invisible. Et la thèse 9 rend compte d'un tableau de clés où on voit une figure d'un ange. Son regard est tourné vers le passé. Et au bas de ses pieds s'amoncelle une série de catastrophes, de déchets, comme s'il y avait une poussée irréversible vers un avenir que le vent de l'histoire pousse. Il essaye, l'ange, d'après l'interprétation de Benjamin, de récupérer justement ce qui tombe, les cadavres, le matériel, les déchets que la civilisation sème au fur et à mesure de son passage. Il n'y arrive pas. Et il conclut, nous donnons nom de progrès à cette tempête. Vous imaginez que nous sommes dans les années 30, il va considérer que le progrès est poussé par une tempête irréversible de la force des choses au détriment du bonheur humain, et cette tempête, c'est le progrès. Benjamin n'a pas tort parce que, effectivement, l'aveuglement, le mensonge s'est imposé. Et le penseur le plus important qui a travaillé cette question après la Deuxième Guerre mondiale, plus exactement après la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, ce penseur, c'est précisément le mari d'Hannah Arendt dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Gunther Anders. La vérité, dit-il, nous sommes en 1956. Dans les années 50, il commence un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». Il estime que la force des choses, le triomphe de la marchandise, au point que le fétichisme de la marchandise s'est imposé à l'homme au détriment de l'esprit et en particulier de l'ouverture de son esprit, est tel que le règne du discours, c'est le mensonge. La vérité, dit-il, c'est que la production conçoit ces produits comme les déchets de demain, que la production est une productivité du déchet. Nous vivons aujourd'hui, justement, une épreuve de vérité au point que nous voyons devant nous les déchets amoncelés, dénoncés précisément par Gunther Anders. Et Gunther Anders a essayé justement d'avertir les hommes sur cette obsolescence qu'ils acceptent, puisque à l'époque où il a écrit, se mettait en place précisément ce qu'on a nommé en Occident l'État-providence. On s'est rendu compte que les hommes n'avaient pas été protégés. On tente de répartir au mieux, disons, les ressources et faire en sorte de protéger ceux qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été protégés. Or, cet État-providence, c'est un petit peu un mensonge, puisque ce que l'on veut éviter, les rapports sont éloquents à cette époque-là, ce que l'on veut éviter, c'est précisément un devenir humain plus grand. Et c'est d'autant plus facile que le communisme, qui était un idéal utopique, est devenu l'équivalent du stalinisme. Sévissent alors la Colima, les camps de concentration, et peu à peu, le communisme est équivalent du totalitarisme, pendant que le libéralisme triomphe et permet
de croire que le libéralisme qui va triompher va à la fois accéder à la philanthropie et puis d'autre part permettre, avec le progrès technique, d'accéder enfin à ce progrès humain. Or, ce progrès technique se fait envers et contre, justement, la rationalité, l'idée même de ce qui est nécessaire pour satisfaire. Cette course à la production évite de penser à l'homme et à son devenir et à sa capacité de se penser lui-même. Mentir, dit Benjamin, dit Gunther Anders, pardon, mais ce sont des contemporains, mentir devient superflu quand le mensonge est devenu vrai. Ce qui nous arrive est déjà pré-tranché, préinterprété. Et il constate dans les années 50 déjà l'absence de résistance. Et essayons de réfléchir à cette question. Dans les années 50, alors autant vous dire que Gunther Anders est passé totalement inaperçu. Il estimait que la bombe atomique avait été suffisamment révélatrice pour qu'on soit sceptique à l'égard de cette marche à grands pas et cette marche forcée vers le progrès. La force des choses est pourtant devenue contemporaine des 30 Glorieuses. Et ces 30 Glorieuses que certains regrettent sont effectivement ces 30 Glorieuses de mensonges et d'illusions où on a fait croire qu'on aboutirait précisément à un mieux-être. C'est l'inverse qui s'est passé. Ce triomphe de la marchandise a fait que l'homme, maintenant, l'individu, n'est plus que le bras, en quelque sorte, armé de la machine. Au point que cette dépendance de l'homme à l'égard de la machine nous laisse un terrain suffisamment balisé de déchets et de catastrophes pour qu'aujourd'hui, nous vivions une épreuve de vérité et que, enfin, nous puissions regarder en face l'état, précisément, qui nous reste de l'homme falsifié, de cette accumulation de production pour être jeté, de déchets, et que nous puissions faire face à cette impuissance qui nous paralyse et tenter de réagir de manière suffisamment lucide pour que, aujourd'hui, nous soyons en capacité de réagir contre cette apathie et faire en sorte d'accepter, de nous réapproprier la raison critique et faire face, arrêter de fuir vers des alternatives illusoires, arrêter de fuir vers cette dimension doctrinaire, arrêter de fuir du côté des théologiens, quels qu'ils soient, parce que les théologiens sont d'autant plus efficaces qu'ils savent que Dieu ne s'en mêlera pas, et arrêter de fuir vers l'individualisme et tenter de regarder les choses en face, en collectif, et réhabiliter la raison critique dont nous parlions tout à l'heure. Alors, comment faire face à cet état d'impuissance qui souvent nous paralyse, en relisant précisément des ouvrages comme ceux de Gunther Anders, en relisant les thèses de l'histoire de Benjamin, en relisant les grands auteurs des Lumières qui imaginaient que l'esprit humain, en se développant, allait permettre enfin d'accéder au bonheur. Il me semble que plus que jamais, à l'heure actuelle, les sociétés sont à même de pouvoir réagir, que les individus sont à même de pouvoir réagir, à condition de s'émanciper de la catastrophe actuelle, c'est-à-dire de s'émanciper des tutelles publicitaires et marchandes qui envahissent non seulement nos écrans, mais nos livres. Alors là, si c'était possible que nous discutions ensemble, parce que je n'ai pas de solution, mais je crois que nous tous, nous pouvons en avoir. Merci Michel Rieussarcé pour cette leçon très riche, un peu pessimiste et en même temps qui nous permet d'avoir une réflexion collective que l'on va mener ensemble, je l'espère.
Je vais, voilà, en plus on est pile à l'heure, donc déjà voilà un aspect positif pour commencer. Nous avons encore une demi-heure pour avoir cet échange et je vais passer la parole à la salle. Alors je sais que les premières questions sont toujours difficiles. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'on allume un peu la salle ou pas du tout? Ah, je vois qu'il y en a. Je ne vois pas à qui je parle. Oui, peut-être qu'on peut allumer un petit peu. Voilà, ce serait mieux comme ça. Est-ce qu'il y a un micro? Le micro est là-bas. Voilà, formidable. Est-ce qu'il y a une première question? Ou une piste aussi, voilà, des pistes d'action. Y compris de connaissances, hein, parce que j'ai bien conscience que tout n'est pas connu dans ce que j'ai dit. Peut-être une précision, je suis allée assez vite. N'hésitez pas. Hein. Bon, bonjour, vous m'entendez? Oui. Voilà. Vous avez dit rendre visible l'invisible. Et ça m'a fait penser à plusieurs choses. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été rénovée grâce à des artisans dont l'artisan, c'est un ouvrier dont on ne parle jamais. Et là, on l'a mis en lumière. Et ça a été... on a rendu visible des gens qu'on ne voit jamais. Ça, c'est une chose. Et il y a eu aussi le Covid. Et pendant le Covid, on a applaudi tout ce personnel de l'ombre qu'on ne voit jamais, je ne dis pas qu'on cache, mais les femmes de ménage, tout ce personnel qui a dû travailler, hein, les caissières dans les magasins, qu'on a applaudi, les infirmières, voilà, tout ce personnel qu'on a remis en lumière et qu'on s'est rendu compte que sans eux, on ne peut pas vivre. Et pendant le Covid, plein d'usines se sont arrêtées où on travaillait vraiment au ralenti. Certains ont travaillé à la maison parce qu'ils pouvaient. Mais ces gens-là, ils ont été au taf. Ils ont toujours été là, ils ont été présents. Et puis on s'est rendu compte que on ne pouvait pas vivre sans eux. On les a remis en avant, ils ont été visibles. Et maintenant, ils sont de nouveau invisibles. Et je me pose la question, c'est quoi? Alors, on a réussi, on s'est rendu compte qu'ils étaient utiles, qu'ils étaient indispensables. Et puis voilà, et puis finalement, ils ont de nouveau un salaire de misère. Et on continue à être dans l'ombre. Voilà, c'était une réflexion. Non, mais là, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en apparence, l'histoire ne sert pas à grand-chose. Simplement, moi, ce qui m'est utile, c'est en retrouvant les textes, ce que dit Fourier sur les femmes, ce que dit Saint-Simon sur le travail, c'est exactement la position. Ce que vous dites là, ce qu'on a fait tous au moment du Covid, c'est ce qu'a fait Saint-Simon tout de suite après la Révolution. Vous dites qu'il a écrit une fable qu'il a appelée Les abeilles, et il explique, admettons que monsieur, madame, que les nobles disparaissent. Effectivement, ce serait extrêmement dommage. Nous aurions de la peine humainement. Admettons par exemple que les prêtres, les grands dignitaires de l'Église disparaissent. Effectivement, nous aurions de la peine humainement. Mais socialement, rien ne changerait. Mais par contre, si l'artisan, celui le même, qui a construit la cathédrale, celui qui vend les différentes productions, celles qui, effectivement, travaillent à l'hôpital ou les équivalents, puisque ça commence à naître à ce moment-là. Bref, tous ceux qui travaillent disparaissent, ça serait une catastrophe. On a totalement oublié ce qu'a dit Saint-Simon. C'est-à-dire qu'on a construit une société à l'envers, en rétablissant la hiérarchie. C'est la raison pour laquelle, c'est pas moi qui dis ça, c'est Clé, le peintre Clé, dit l'abstraction permet de rendre visible ce qui est invisible, parce que dans un tableau abstrait, il y a toutes les possibilités d'interprétation qui permettent précisément de voir ce que l'on ne voit pas comme ça au premier coup d'œil, parce que tout le processus de la construction et de la fabrication des marchandises a fait en sorte de négliger ceux qui participaient à cette construction pour mettre l'accent avec les expositions universelles sur la marchandise, au point de faire en sorte que cette marchandise devienne un objet que l'on convoite
quelle que soit la classe sociale à laquelle vous appartenez. On a transformé les gens en consommateurs. Or, on aurait dû faire en sorte, que ce soit du côté de l'éducation, de l'instruction ou du côté du politique, on aurait dû faire en sorte de tout mettre en œuvre pour que les gens s'emparent de la réflexion critique, de façon à ce qu'ils soient conscients de faire ce qu'ils ont à faire dans un monde où les gens, peu à peu, accèdent à la connaissance. Or, aujourd'hui, vous avez raison, on a oublié ceux qui étaient conscients compte tenu de la catastrophe. Aujourd'hui, on est tous devant, c'est pas simplement le Covid, là, cette production incessante, ce qui se passe aujourd'hui sur les terres rares, l'acharnement que l'on a. Regardez Trump qui va s'emparer du Groenland. Enfin, dans quel monde on est? Il faudrait manifester largement, globalement, massivement. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il suffit qu'il y ait justement cette initiative de Politeia où on ne se connaît pas, on puisse dialoguer, que vous puissiez intervenir comme vous le faites, et qu'on trouve ensemble, là, maintenant, pas demain, petite esquisse de solution pour cesser cette impuissance et faire en sorte justement de ne pas oublier du jour au lendemain quelque chose qui nous a réunis. C'est que l'individualisme, l'individu, cette force extraordinaire qui, à l'origine, était en capacité justement de penser tout seul, est devenu celui que le marché a écrasé et fait en sorte que lui seul peut se sauver. Cette demande incessante de reconnaissance, cette demande incessante de lumière, mais c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que l'individu n'est rien sans les autres, mais rien. Regardez le management à l'heure actuelle. C'est ce que j'essaye de montrer dans mon petit bouquin sur où est passée l'émancipation. Ça commence précisément ce qu'on valorisait sur le travail de Saint-Simon à ce que l'on a fait, aussi bien du côté de Notre-Dame qu'au moment du Covid. Cette valorisation du travail, à l'heure actuelle, ça s'inverse dans les entreprises. C'est la valorisation du management. Regardez cette floraison d'écoles de commerce, d'écoles de management, d'écoles justement privées qui font du profit, c'est tout. C'est pas pour permettre aux étudiants de bien penser, non, c'est d'être au service de cette catastrophe absolue à l'heure actuelle qu'est la publicité. La publicité s'est emparée des esprits avec justement tous ceux qui disent influencer l'opinion, les influenceurs. Ils sont payés par la publicité. Vous imaginez ce que ça représente? Donc il faut qu'on réfléchisse maintenant, pas demain, sur cette question pour revenir à mettre en lumière collectivement les caissières de supermarché, à mettre en lumière collectivement le facteur, à mettre en lumière collectivement celui qui, dans les entreprises, est en train de penser à la transition. Pourquoi n'essayons-nous pas, dans les entreprises, aviation, entreprises de fabrication des automobiles, d'abord de s'adresser à ceux qui fabriquent l'automobile, qui fabriquent les avions. Comment imaginer une transition non polluante? C'est quand même les premiers concernés. Bref, il y a des solutions très simples, mais qui vont à l'encontre du triomphe de la marchandise. Alors vous allez me dire, c'est un discours de gauche, c'est un discours que l'on connaît. Sans doute, mais on n'a pas d'autre solution. Il est impossible d'accepter cette volonté d'individualiser, de mettre l'accent sur la reconnaissance de l'un sans qu'il y ait en même temps reconnaissance de l'autre. En ce moment, ce que font, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce que font les historiens africains, c'est quelque chose d'inouï, mais de nécessaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils ont été complètement dépendants de l'histoire de la colonisation vue par les coloniaux. Ils sont en train de mettre entre parenthèses la colonisation et se réapproprier les cultures collectives, et tenter justement de réagir pas simplement en nation, mais en être cultivé qui s'approprie justement toutes ces histoires qui ont été mises à l'écart.
Et puis, il y a parmi nous énormément de gens qui s'interrogent sur la nécessité de transmettre les connaissances à travers les universités populaires. Il y a combien d'universités populaires en France? C'est inouï. Moi, j'ai fait je ne sais combien de conférences dans les universités populaires. Il y a un public extrêmement intéressé pour s'approprier. Tout est possible à l'heure actuelle. Donc, allons-y. Moi, je suis, de ce point de vue-là, extraordinairement optimiste parce qu'il y a un potentiel critique dans la population qui est énorme. Et notamment ici. Alors, je crois qu'il y a une autre question dans la salle. Oui, j'ai une question qui va peut-être à contre-courant, mais vous parlez d'une catastrophe à venir, sans cesse reproduite, un espèce de monde qui tourne en rond sur lui-même avec toujours les mêmes issues. Vous cherchez des solutions, vous avez de l'espoir, mais est-ce qu'il est si difficile d'imaginer la disparition de l'humanité finalement? Parce qu'on parle souvent de sauver la Terre, mais la Terre continuerait après nous. Est-ce que justement, ce mouvement de réaction que vous décrivez, c'est le même mouvement que le progrès, c'est la même machine. Et c'est peut-être nous qui allons vraiment vers notre disparition. C'est la question. Nous, je ne sais pas, mais si on continue dans la perspective que la croissance, que la production est le moyen de sauvetage, là, ça c'est certain, effectivement, c'est la perdition de l'humanité. Je crois que tous les scientifiques, de ce point de vue-là, sont unanimes. Les ressources terrestres sont limitées. Et là, il faut faire quelque chose pour sauver la Terre. Mais par contre, c'est un mouvement inverse là, que je propose. C'est-à-dire que si nous sommes conscients de cette tempête qui nous pousse vers une production toujours plus large et une destruction toujours plus grande, de l'homme falsifié, prévu et pressenti par Gunther Anders, on peut passer à l'homme raisonnable, à l'homme effectivement en capacité de discuter avec les autres et faire en sorte que cette liberté devienne une liberté d'agir et faire en sorte de changer la direction de cette tempête. Si on n'est pas capable de changer la direction de cette tempête, là, bien sûr, vous avez raison. Mais il me semble que les ressources critiques parmi nous sont suffisamment grandes pour inverser le mouvement et faire en sorte que le vent souffle dans l'autre sens. Je me permets une question aussi. A-t-on réellement encore, au niveau collectif, au niveau de nos engagements, le pouvoir d'agir quand, dans le même temps, vous l'avez évoqué, il y a des forces réactionnaires qui prennent le pouvoir, il y a Trump, vous avez parlé des années 30, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette période, avec les forces d'extrême droite qui sont aux portes du pouvoir et pour parler aussi de l'écologie, le pouvoir des États-Unis, cette première puissance mondiale qui se désengage de tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique. Comment l'individu, face à ça, peut-il encore agir? Tout seul, rien. L'individu seul, justement, ne peut rien faire. Mais à un niveau très basique, à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier, on peut réfléchir ensemble. Et puis, ce processus de réflexion qui existe un petit peu partout aujourd'hui dans le monde, la mondialisation a servi au moins à ça, c'est-à-dire à essayer d'unifier la volonté de connaître. Et je crois que la possibilité est ouverte, mais à condition qu'on s'en donne les moyens. C'est-à-dire qu'on se dise, oui, il est possible de penser à contresens. Alors c'est vrai, ce sentiment d'impuissance par rapport à la toute-puissance américaine, à la puissance de mobilisation à cause du totalitarisme qui existe en Russie à l'heure actuelle, à l'invraisemblable alliance entre guillemets, ce qu'on appelle l'idéologie communiste et le marché, le triomphe du marché en Chine. Comprenez bien qu'on, face à ça, effectivement, les bras nous en tombent. Sauf que nous n'avons pas le choix, de mon point de vue.
il importe de réagir, mais cette réaction ne peut pas être individuelle. Elle est obligatoirement collective. C'est ça la difficulté. On va à contresens de l'idée commune aujourd'hui qui consiste à se sauver soi-même par tous les moyens. Donc, essayons de réfléchir à ce collectif qui n'existe pas encore, mais qui est là potentiellement. Nous avions d'autres questions. Oui, mais il existe déjà des expériences un peu partout. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes, on a vu un petit village en Meurthe-et-Moselle qui s'appelle, dans la Meuse, oui, Ménil-la-Horgne, où ils ont instauré une démocratie participative et c'est source de créativité et des choses comme ça. Il y en a plein partout, quoi. Il y a plein de gens dont on n'entend pas forcément parler, mais qui ne sont pas dans les médias et qui font plein de choses constructives. C'est ça qui est important. Là, moi, j'ai constaté avec stupéfaction, mais vraiment stupéfaction, que des tribus du Mexique se réunissaient pour essayer d'imaginer une autre constitution, où l'individu était au centre d'un collectif, c'est-à-dire que l'individu, on respecte son histoire, sa culture, son devenir, en même temps qu'on respecte les dimensions collectives qui est constamment en débat et réinvente la démocratie. Et j'ai constaté que cette dimension justement de réinvention de la démocratie dans un monde qui était défait était effectivement une réappropriation des grands projets de cette époque-là, de l'époque des utopies, où les premières, par exemple, féministes en France ou en Angleterre ont imaginé une société complètement différente. Des prolétaires, par exemple, dans les années 30, l'émancipation collective et individuelle était à la mode. Et puis, du coup, en remontant comme ça, de fil en aiguille, je me suis dit, ces gens du Mexique retrouvent les termes du communisme des années 1840. 1840, Constantin Pecker, un des premiers communistes utopiques, définissait le communisme en ces termes: il importe que chacun soit libre dans un collectif qui imagine un devenir social, parce que si on ne respecte pas la liberté individuelle dans ce collectif, il n'y a pas de communisme. Le communisme est attractif pour personne. Et cette constitution élaborée par un peuple, par des populations d'origine, c'est-à-dire des allogènes, eh bien, elle reprend, sans le savoir, des termes qui ont déjà été élaborés. C'est ce processus de souterrain des mémoires qui revient à l'heure actuelle, puisque, sans connaissance directe, il semble que cette idée de liberté pour chacune, chacun et pour tous se transmet de génération en génération. Et au moment où il est possible d'imaginer quelque chose d'autre, ça revient. Il y a toujours quelqu'un pour ressortir justement ces principes égalitaires dont on a oublié l'origine et dont on a oublié qui était l'auteur. Et c'est ça qui nous rend effectivement optimistes. Ce genre d'expérience, il y en a partout, effectivement. Notre-Dame-des-Landes, moi j'ai été particulièrement surprise de constater la richesse de la bibliothèque de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont une bibliothèque fabuleuse. Pour certains, je montrerai la photo de la bibliothèque de Notre-Dame-des-Landes. Alors, une autre question. Oui, merci d'être là. C'est agréable, nécessaire, et merci à Politeia d'organiser toutes ces rencontres parce que franchement, on en a tous besoin. Cet aparté étant fait, moi j'ai la chance de travailler pour entre autres une petite chaîne de télévision, Mélodie TV, qui passe des archives. Et quand je vois des archives, je fais le constat tous les jours. Les archives pas si lointaines des années 80, ça remonte jusqu'aux années 60, mais quand on rediffuse donc les dossiers de l'écran, on rediffuse les émissions de Jacques Chancel, et je vois les intervenants qui sont sur place, le public
le prolo, comme vous venez de parler tout à l'heure, en bleu de travail sur place, qui est capable d'intervenir, de placer une citation, de pouvoir parler calmement, mais a toujours un journal sous le bras, raconte sa vie quotidienne à l'usine en disant moi, à ma pause, je lis le journal. Aujourd'hui, combien d'ouvriers, mais sans aller forcément dans les usines, moi je le vois même travaillant dans les médias, hein, je le vois dans mes collègues de travail. Si je vais chez eux, de ma génération, je ne parle pas des générations en dessous, ayant des enfants, je vois ce qui se passe, il n'y a pas de livre. Alors quand vous dites il faudrait qu'en fait on se replonge dans ces livres-là, évidemment c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, quand je vois la pauvreté intellectuelle certainement due aussi de l'échec d'une certaine école publique qui est dépassée, la problématique aussi du taux de concentration d'un élève aujourd'hui, quand on leur dit tu as lu un article, ils vont peut-être lire ce qui est écrit en gros caractères au début de l'article, ils s'arrêtent là et ils sont capables de vous commenter l'article. Ils vont regarder des vidéos, mais attention, une vidéo, faut pas. Moi, quand je demande à mes enfants, on va regarder un film, j'avais envie de leur faire une culture cinématographique, si vous voulez. La première question, c'est est-ce que c'est en noir et blanc? Combien de temps ça dure? Ah, ça dure plus d'1 heure. Non. Et pourtant, mes filles font des écoles d'ingénierie. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est pour ça que l'histoire se répète, me disait mon prof de philo, en me disant l'histoire est un éternel recommencement, parce que, pour rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, en disant, en fait, on ne tire pas de leçon de l'histoire, mais comment tirer une leçon aujourd'hui alors qu'on lit pas, alors qu'on a accès à la culture de façon généralisée, de Wikipédia en passant par les livres, mais que les livres ne sont pas lus. Alors, voilà... Le petit bouquin là sur qu'est devenue l'émancipation, c'est la première fois que je réponds à une commande. C'est une petite maison d'édition qui m'a commandé le livre. Et j'ai rencontré un prof de philo dans mon quartier qui est prof de philo à l'école Estienne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'école Estienne. C'est en quelque sorte une école, grande école, mais qui prépare tout simplement des artisans, hein, à tout niveau. Et il me dit, moi, ce qui me gêne, il faisait le même constat, c'est que mes étudiants, en fait, parlent tout le temps de dystopie et pas d'utopie. Est-ce que tu accepterais de venir faire une conférence sur l'utopie? Alors moi, j'étais en train de réfléchir comment j'allais faire pour faire ce livre, par quoi j'allais commencer, par un constat de ce qu'est devenue l'émancipation maintenant. Et je lui pose la question, je ne sais pas trop par quoi commencer. À ton avis, moi je suis antédiluvienne, hein, donc j'ai connu 68, là... on a un fossé entre générations, mais le fait d'être prof m'a toujours permis d'avoir un contact avec la jeune génération. Il m'a dit, moi j'ai des trois groupes de jeunes qui sont en train de faire leurs travaux finaux sur justement comment la jeune génération 15-25 ans passe leur loisir, c'est-à-dire comment ils pensent s'émanciper. Et je lui ai dit, tu crois que je peux discuter avec eux? Bref, mon petit livre commence par, effectivement, rendre compte de leurs travaux à eux sur l'émancipation, comment ils ont découvert justement leur génération. Et en même temps, on discute ensemble sur l'émancipation. Alors, ils me demandent de définir l'émancipation, etc., etc. Et je constate que dans toute l'école, je suis allée à plusieurs reprises, tous sont en train, écoutez bien, de contrôler leur temps d'écran. Ils se rendent compte qu'ils passent un temps infini sur les écrans et qu'ils ne lisent pas. Peu à peu, la lecture, c'est-à-dire la lecture vraiment sur un livre, mon petit livre là est en train d'être lu par un certain nombre de jeunes et qui n'ont absolument pas l'habitude de lire. Et ça, c'est une question absolument fondamentale, c'est-à-dire que prendre conscience. Alors, nous, on est peut-être un peu plus adultes, etc. On a plus de conscience et on constate, un père de famille, en mère de famille, en prof, que justement, la connaissance ne passe pas par le livre, mais par l'écran. Tout ça, c'est quelque chose de voulu. C'est-à-dire que cette dépendance de l'esprit humain de la machine, c'est un processus marchand, ne pas oublier. Faire prendre conscience de ce processus marchand est la clé de notre délivrance. Sauf que ils n'ont plus besoin de nous. Ils sont en train
de prendre connaissance de ce processus marchand. Alors il faut éviter, bien entendu, cette dimension du moi en majesté, hélas, qui est donnée souvent par des écrivaines, où le moi apparaît absolument nécessaire, il faut se livrer soi-même pour pouvoir exister. Eh bien non, on n'a pas besoin de se livrer soi-même. Il suffit de débattre avec les uns et les autres pour essayer de comprendre le monde dans lequel on est. Et de ce point de vue-là, je peux vous rassurer, parce qu'un certain nombre de jeunes, aujourd'hui, sont parfaitement conscients d'être dépendants de la machine et commencent à réfléchir sur cette direction qui leur échappe de leur esprit, puisque le prêt-à-penser, à l'heure actuelle, passe par la publicité. Donc, il importe vraiment de s'émanciper de ce prêt-à-penser, et c'est eux qui vont commencer. Là, de ce point de vue-là, je suis assez optimiste, à moins que la catastrophe nous dépasse et que la fin de l'humanité. Oui, restons sur une note optimiste. D'autres questions? Oui. Bonjour, donc merci pour ces échanges. Donc je rebondissais aussi justement sur le problème du recul de la lecture. Je suis enseignante aussi, et donc c'est un combat. Je suis professeure documentaliste, donc tous les jours, un combat de tous les jours. On travaille sur les débats. Il y a une multiplicité effectivement des sources d'information, autant pour les élèves que pour les adultes. Mais on vit dans une société où les gens sont de plus en plus dans leur bulle. Donc il existe effectivement des groupes, une solidarité, une collectivité s'installe. Mais c'est comment aussi faire que ces groupes se rencontrent davantage et qu'il y ait une interconnexion. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'avènement de l'IA. Puisque nous encore, nos élèves, encore jusqu'à maintenant, s'entraînaient même à l'écriture, à la dissertation, et avec l'IA, ça devient très très compliqué, on ne peut plus donner de travaux à la maison. La formation de l'esprit, c'est d'aller le plus rapidement possible, d'avoir une réponse. Les livres, d'avoir une synthèse, un résumé approfondi pour ne pas les lire. Et voilà, c'est compliqué. Moi, je ne désespère pas parce que je vois de très très belles choses chez les élèves, mais c'est aussi de comment renouer le lien entre les différents groupes, entre les différentes actions, et ça me paraît compliqué. Voilà. Merci. Peut-être qu'il y a des solutions parmi vous, non? À répondre à notre interlocutrice, là. L'IA est peut-être une possibilité de changer la forme de l'enseignement tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est peut-être, puisque l'IA prend cette place-là, c'est peut-être une indication à suivre pour exploser la forme qu'a l'enseignement aujourd'hui. Par exemple, l'enseignement du français qui ne satisfait ni les élèves ni les profs. Il y a sans doute quelque chose à inventer pour l'éducation. Je ne sais pas si c'est l'IA qui va inventer, mais là, vous avez raison, puisque les élèves de l'école Estienne ont constaté dans leurs enquêtes, ils ont enquêté sur les influenceurs, sur tout ce qui, justement, les aliène d'une certaine manière, et ils se sont rendus compte que l'école n'est plus du tout la référence pour le savoir. Massivement, c'est-à-dire que la jeune génération des 15-25 ans considère que l'école n'est plus une référence. Et ça, c'est une catastrophe. Et donc, peut-être, on va vivre des moments difficiles, là, avec l'ascension de l'IA. Mais là encore, moi, j'ai confiance dans la jeune génération. Je donnais cet exemple tout à l'heure, je sais pas, donc je vais peut-être me répéter, mais j'ai un jeune ami qui a quitté l'école normale en cours de route, parce que même lui n'était pas satisfait de ce qui se passait, et a décidé donc d'aider des jeunes à apprendre les maths, etc., etc. Il a mis en place une méthode d'enseignement des maths qui permette justement à tous de ne pas être effrayés par la chose. Et il travaille sur l'intelligence artificielle, à la fois sur le bon côté de la chose et le mauvais côté de la chose. Moi, je leur fais confiance de ce point de vue-là. Alors, bien sûr que ça va tellement très vite, ça va tellement vite, on a l'impression que, même nous, ChatGPT, etc., on va faire appel à, mais on en voit tellement les limites. Et la jeune génération n'est pas idiote, elle va en voir les limites. Alors, certes, pour passer des examens, bien sûr, ils vont s'en servir pour aller plus vite, ils vont trouver des trucs pour tricher aux examens, etc., etc. Mais les profs ont quand même une
une contre-possibilité, il y a plein de possibilités. Je pense qu'il faut vivre ce moment d'ascension, là, on va résister, et puis voir toutes les failles du système pour aller à l'encontre de ça, et les aider simplement à éclairer justement leur lanterne, si je puis dire, pour aller à l'encontre du préfabriqué. Le préfabriqué dénoncé par Gunther Anders, hein, dans les années 50, vous imaginez. Donc ce préfabriqué, je crois que maintenant, il est suffisamment éloquent pour qu'on aille à l'encontre. Mais les... Au lieu de développer les capacités des élèves, mettre en lumière leurs compétences, elle est là juste pour leur donner une forme, pour leur donner la méthode, le processus, c'est tout. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est à côté de l'élève. Les élèves ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et vous parliez des maths, c'est encore la matière que je trouve... la moins polluée. Oui, parce que y a un mariage entre méthode et contenu de la matière qui, moi, je trouve que les cours de maths sont les plus agréables, finalement. Alors que la scientifisation du français, par exemple, c'est vrai, ça. C'est terrible. Il y a plus de contenu. On est dans la forme et on survole tout, et les élèves sont patients, c'est tout. Il y a peut-être 2 ou 3 élèves par classe qui vont en tirer quelque chose du cours, la substantifique moelle, mais les autres, ça leur passe au-dessus et ils sont... Mais cette scientifisation, elle est liée justement aux idéologies précédentes, et en particulier, moi, je fais une critique de l'idéologie structurelle qui a rendu le vocabulaire scolaire complètement imbitable, si je puis me dire, incompréhensible. Et donc ça, c'est une dimension dont il faut avoir conscience. Moi, je discutais avec mes anciens thésards et je découvrais avec stupéfaction que leur cours d'histoire, ils ne faisaient pas de cours, c'est-à-dire qu'ils ne racontaient pas l'histoire. Ils parlaient à partir d'un document, mais un document sans contexte, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est lire des poèmes en littérature. Lire Baudelaire, par exemple. Un des poèmes de Baudelaire, enfin, il y en a des tonnes, mais leur apprendre à lire au sens garder cet enthousiasme. Moi, j'avais inventé une machine à remonter le temps pour les élèves de 6e, de façon à les entraîner. Je les emmenais dans l'Antiquité, etc., etc. Mais à la fac, j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai raconté l'histoire. Il faut les emmener dans une période pour qu'ils connaissent autre chose et leur donner envie de lire. Rien ne vaut la lecture d'un poème. Rien ne vaut raconter l'histoire à double niveau. C'est-à-dire, on peut leur dire, voilà ce qui s'est passé, mais on peut vous raconter l'histoire à l'envers, leur montrer que tout est travesti, enfin, qu'on peut travestir, mais leur donner des clés pour saisir le vrai de la chose ou du possible. Bref, les emballer d'une certaine manière. Et on a oublié ça. On leur donne la méthode. On leur donne des trucs scientifiques, pseudo-scientifiques, et ils s'ennuient considérablement. Mais c'est à nous de changer. Hein. Voilà, lire des poèmes, c'est une très belle conclusion à cette leçon d'histoire. Il y a une ultime question. Allez-y, monsieur. Merci pour ce beau cours d'histoire du progrès. Et j'aimerais savoir quel est le lien de la guerre par rapport au progrès. Si c'est ça, la tempête que vous avez décrite, qui nous pousse vers le progrès, dans un point de vue de la petite abstraite de ce... Quel est le lien entre la guerre et le progrès? Entre la dans guerre l'histoire, la guerre. Vous avez 4 heures. Enfin, non, 3 minutes. 3 minutes. Le lien entre la guerre et le progrès, c'est précisément le résultat de notre civilisation telle qu'elle a été mise en œuvre. Faire en sorte que la technique, c'est précisément la Deuxième Guerre mondiale qui a permis un progrès technique des armes au détriment de tout le reste, qui a permis ensuite l'existence des Trois Glorieuses. C'est le progrès tel qu'il s'est réalisé, le lien entre la guerre et le progrès. Et c'est contre ça qu'il faut aller. C'est contre ça que Gunther Anders a pensé le devenir humain. On ne l'a pas entendu, mais on le redécouvre maintenant. Une note optimiste. À un moment, un des collectifs utopiques
en France, a invité les historiens en été pour parler tout simplement de la question pourquoi on est arrivé là. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire appel à Gunther Anders, plutôt que de parler de mon 19e siècle favori, parce que moi j'ai vécu avec les archives et au 19e siècle, et du coup, moi j'ai l'impression, en plus, je ne m'appelle pas Michel, je m'appelle Augustine, donc c'est un prénom qui est du 19e siècle. Et je me disais, je vais leur faire connaître Gunther Anders. Je commence à parler de Gunther Anders, comme je l'ai fait ici, avec l'obsolescence de l'homme. Un jeune homme, 18-19 ans maxi. Il ne me laisse pas terminer, il lève la main, il dit « Enfin une universitaire qui connaît Gunther Anders ». Dans toutes mes études, je n'ai pas connu une seule adulte qui connaisse Gunther Anders. Merci. Il a continué le débat à ma place. Je vous assure que là, ça rend optimiste pour la vie entière. Merci beaucoup, Michel Riou-Sarcey. Voilà, merci. Encore là, Michel Riou-Sarcey va dédicacer ses ouvrages. Je crois que c'est à la librairie, juste en sortant. C'est ça, voilà, juste en sortant dans la salle à la vente de livres. Voilà.